Bonsoir et bienvenue à vous en direct sur Public Sénat. Voici les titres de votre édition du 22h ce soir. À 5 jours du premier tour des législatives, la gauche reste la favorite du scrutin selon les sondages. Mais le Parti socialiste pourrait bien avoir besoin de ses alliés pour gouverner. Des alliés pas toujours dociles. Du front de gauche aux écolos, certains pourraient donner du fil à retordre au gouvernement, d'autant que la droite s'en sortirait moins affaiblie que prévu. Invitée politique ce soir, elle est candidate pour Lutte ouvrière en Seine-Saint-Denis, Nathalie Arthaud, et analyse à suivre de l'éditorialiste du Figaro, Yvan Rioufol, c'est tout à l'heure. Et les regards sont déjà tournés vers l'après-scrutin des législatives. Le gouvernement va devoir faire des choix. Pour respecter l'objectif de réduction des déficits, l'Inspection générale des finances suggère des mesures aussi impopulaires que la suppression de prestations et de subventions. Martine Aubry réclame au contraire des hausses d'impôts. Le gouvernement, lui, promet d'atteindre l'équilibre sans austérité. Mais quel est donc le chemin de crête du duo Hollande-Hérault? Décryptage à suivre de Jean-Louis Gombaud. Et puis God Save the Queen, les Britanniques ont acclamé leur reine Elisabeth au dernier jour du long week-end du jubilé de diamant. Communion de milliers de jeunes et de moins jeunes sous la pluie. Lors de l'arrivée de la souveraine au balcon du palais, elle s'est montrée souriante malgré l'absence du roi Philippe souffrant d'une infection de la vessie. Mais tout va mieux désormais. Voilà pour les titres de votre 22h. Merci d'être en notre compagnie ce soir. Jean-Marc Ayrault était en visite aujourd'hui chez les sénateurs socialistes. Le Premier ministre a tenu à les assurer qu'ils seraient associés à toutes les grandes décisions du gouvernement. Des mots, des gestes très appréciés. Vous allez le voir dans la Haute Assemblée. Élisa Bertholomé. Il est venu pour donner des gages aux sénateurs. Pendant presque 2 heures, Jean-Marc Ayrault a rassuré les élus socialistes. Ils seront des acteurs à part entière de la politique gouvernementale. Et pas question de considérer le Sénat comme une simple chambre d'enregistrement. Les mots ont porté, les sénateurs socialistes respirent mieux. Il a rassuré, s'il en était besoin, les sénateurs socialistes de la volonté de travailler ensemble. Et tous les intervenants de notre groupe ont évoqué le parcours sans faute du Premier ministre et du Président de la République depuis le début du quinquennat. Car depuis le 6 mai, le Sénat cultivait les états d'âme, se sentant quelque peu lésé par le nouvel exécutif. Une seule sénatrice, Nicole Bricq, a été nommée ministre. Surtout, le gouvernement a repris à son compte le projet de loi sur le harcèlement sexuel. Mince consolation, c'est au Sénat qu'il sera débattu en premier, mais après les législatives, car Jean-Marc Ayrault ne veut pas d'éparpillement. Je ne souhaite pas que les Français découvrent, et ça vaut aussi pour les membres du gouvernement, par tranches successives, les orientations de notre politique. C'est la raison pour laquelle je souhaite présenter la politique du gouvernement dans sa cohérence et sa globalité avant que la session ne reprenne vraiment, c'est-à-dire à l'occasion de la déclaration de politique générale. Un calendrier qui empêche les sénateurs d'agir avant la déclaration de politique générale le 20 juin. Cette déclaration, prononcée d'abord à l'Assemblée nationale, le sera également de la bouche du Premier ministre au Sénat. Un gage de considération, comme pour montrer que les deux assemblées sont sur le même pied d'égalité. Et le Premier ministre a réuni aujourd'hui à Matignon les organisations syndicales et patronales pour préparer la grande conférence sociale des 9 et 10 juillet prochains. C'est à ce moment-là que l'ampleur du coup de pouce au SMIC devrait être décidée. L'emploi, la protection sociale et le pouvoir d'achat seront aussi au menu. Le ministre du Travail, Michel Sapin, a précisé cet après-midi que cette rencontre aura lieu au Palais d'Iéna, à Paris. Autre visite à présent, celle de l'ancien Premier ministre au Sénat. C'est un détour dans la campagne législative pour François Fillon, entouré de ses soutiens UMP. L'occasion aussi, on le voit, d'une photo de famille alors que la guerre des chefs est déjà engagée pour le contrôle du parti qui n'a plus de leader naturel depuis la défaite de Nicolas Sarkozy, selon les propres mots de François Fillon. Un mois de socialisme équivaut à 20 milliards de dépenses supplémentaires d'ici 5 ans. C'est le député UMP Gilles Carrez qui l'affirme. L'ancien rapporteur général du budget à l'Assemblée dénonce, je cite, le flou dans les économies que le gouvernement entend faire. On voit tout cela avec Mounir Soussi. L'UMP a fait ses comptes et présente son devis des premières mesures socialistes. Entre les hausses de l'allocation de rentrée scolaire, le coup de pouce au SMIC et le retour partiel à la retraite à 60 ans pour ceux ayant travaillé tôt, la note s'élève à 20 milliards d'euros sur 5 ans selon les calculs de la droite. Alors moi je me pose la question
Comment ça va être financé ? Ça va être financé à l'évidence par des augmentations massives d'impôts. Le discours qui consiste à dire que ce sont les riches qui paieront est un discours complètement fallacieux, c'est une tromperie. Les riches, ils peuvent se délocaliser, donc ce sont vraiment les classes moyennes qui vont payer. Pour financer les réformes, Martine Aubry, la patronne du PS, met en avant l'idée d'une hausse des prélèvements capable de dégager d'importantes marges de manœuvre. Une position irresponsable aux yeux de l'UMP. Que tout cela n'a pas de sens au moment où la Cour des comptes, l'inspection générale des finances, tout le monde appelle à la maîtrise des dépenses. Madame Aubry appelle au matraquage fiscal dans les semaines qui viennent. La droite insiste sur le risque d'une hausse des impôts, un angle d'attaque idéal à 5 jours du premier tour des élections législatives. Et nos invités ce soir, invités politiques du 22h, les porte-parole de Lutte ouvrière et candidate aux législatives en Seine-Saint-Denis. Nathalie Arthaud, bonsoir. Bonsoir. Et bienvenue à vous. Avec nous également l'éditorialiste au Figaro, Yvan Rioufol, bonsoir. Bonsoir. Et notre chroniqueur Jean-Louis Goumbaud. Bonsoir Sonia. Bonsoir Jean-Louis. Nathalie Arthaud, vous venez de voir dans notre sujet le chiffrage de Gilles Carrez. Pour lui, un mois de décision socialiste, c'est 20 milliards de dépenses supplémentaires d'ici 5 ans. Quelle est votre réaction ? Écoutez, c'est quand même les mêmes. Hein, c'est l'UMP qui avait décidé de mettre en place la TVA sociale, hein, c'est-à-dire d'augmenter la TVA pour tout le monde. Et on sait très bien que la TVA, c'est l'impôt le plus injuste, où finalement les plus pauvres payent en proportion le plus. Et c'était 13 milliards d'impôts de plus. Mais 13 milliards, cette fois-ci, payés effectivement par les plus modestes. Donc je ne vois pas en quoi ils sont à même de faire la leçon. En l'occurrence. En quelques jours, il y a eu l'avertissement de Bruxelles, la Cour des comptes et puis celui de l'Inspection générale des finances. Il tire la sonnette d'alarme sur les déficits français. Est-ce qu'il faut jeter pour vous tous ces rapports à la poubelle ? Moi, je ne suis absolument pas opposée à ce que la dette soit payée. À ce que les déficits, soient résorbés et à ce qu'il y ait l'équilibre des comptes publics. Mais moi, je suis pour que ce soit ceux qui ont creusé ces déficits et qui ont fait la dette qui le payent. Voilà. Et c'est ça, c'est la grande différence. Et tout de même, il n'y a pas 1 euro de cette dette supplémentaire qui est allée dans les poches des plus pauvres, des retraités, des malades ou des salariés. Cet argent, cette dette supplémentaire, elle a été faite au profit des banquiers, au profit des groupes industriels. C'est des milliards de subventions en tout genre qui ont été déployées pour les aider, toujours les mêmes. Donc c'est à eux de payer. Alors que les banquiers, que les industriels, que les plus riches s'entendent, se mettent d'accord, qu'ils payent. Mais moi je dis aux travailleurs et à la population, il n'y a pas de raison d'accepter des sacrifices supplémentaires pour faire les frais, pour payer cette crise dont nous ne sommes pas, nous, responsables, les travailleurs. Yvan Rioufol, le gouvernement se veut rassurant et promet de revenir à 3% du déficit en 2013 sans austérité. Est-ce que cela veut dire, comme le préconise Martine Aubry, et comme ne l'a pas caché d'ailleurs François Hollande, qu'il y aura des hausses d'impôts très importantes ? Très vraisemblablement. Est-ce que le reproche d'ailleurs qu'on pourrait faire au gouvernement, c'est qu'il sait déjà l'envergure de ces hausses d'impôts et qu'il ne les annonce pas avant les législatives. Il le fera après, prétextant d'un audit de la Cour des comptes qui sera rendu à la fin juin. Mais on connaît déjà, tout le monde connaît les éléments, vous les connaissez, nous les connaissons tous, ils sont dans le domaine public. La France est endettée à un point tel qu'elle ne peut plus multiplier les impôts précisément, sauf à voir les plus riches partir, ce qui commence à faire, et il ne peut plus non plus vivre à crédit. Donc il va bien falloir à un moment donné que l'impératif réaliste s'appuie sur les données des réalités elles-mêmes qui sont incontournables, puisque l'on en croit la Commission de Bruxelles, la Cour des comptes, Bercy, les exemples des pays voisins qui eux aussi connaissent les endettements et qui ont procédé à des purges, à des politiques de rigueur naturellement très détestables pour tout le monde et notamment pour les peuples qui les subissent. Mais je ne vois pas, sauf à faire abracadabra et à sortir un lapin de son chapeau, mais dans ce cas-là nous aurions élu un magicien, je ne vois pas quelle autre solution pouvoir envisager. Il faudra faire des efforts, on est pratiquement tous d'accord autour de cette table. Mais Jean-Louis, est-ce qu'on peut réduire notre déficit public sans un plus grand effort sur les dépenses publiques ? Alors, il y a 2 thèses. Effort sur les dépenses publiques, c'est le rapport qu'a publié hier l'inspection générale des finances, mais je suis très surpris de cette polémique sur les impôts. François Hollande avait dit qu'il augmenterait de 15 milliards les impôts. Il va les augmenter de 15 milliards. Avant de partir en vacances, on aura une addition de 15 milliards de hausse d'impôts qui était déjà, c'est-à-dire qu'on voit la droite se mobiliser, mais elle s'est déjà mobilisée, c'était dans le programme de François. Il n'y aura pas de surprise particulière. Ça sera peut-être 17, ça sera peut-être 14 milliards, mais peut-être plus. Peut-être plus, mais ce que je veux dire, c'est qu'il avait clairement dit qu'il augmenterait les impôts, et ça ne l'a pas empêché de gagner. Alors, ce qui est vrai, c'est qu'il va augmenter les impôts. Le problème, c'est qu'à chaque fois qu'il avance
une mesure sociale. Par exemple, il y avait des dépenses sociales qui n'étaient pas prévues dans son... Lorsqu'il a dit « je donnerai un coup de pouce au SMIC », le problème c'est l'ampleur du coup de pouce. Et à chaque fois que vous augmentez d'1% le SMIC, un coup de pouce, qui est quand même pas beaucoup, vous avez 1 milliard dans la vue dans le budget. Comme l'on sait par exemple que la CGT et la CFDT demandent 5% d'augmentation, vous avez 5 milliards dans la vue compte tenu des déductions sociales que finance l'État et aussi du fait que 900 000 membres de la fonction publique sont payés sur la base du SMIC. Donc la moindre petit progrès social pèse des tonnes. Et c'est ça le programme. Et on va justement demander à Nathalie Arthaud quel coup de pouce au SMIC faudrait-il, quelle ampleur en tous les cas. Oui, c'est pour ça que je tiens à revenir quand même sur la discussion. Moi je suis absolument effectivement pour qu'il y en ait qui payent. Mais qu'on s'entende bien. On a voilà, ceux qui doivent faire les efforts, c'est les plus riches. Votre fourchette, Nathalie Arthaud. C'est bien ça. Moi, je suis pas pour les sacrifices partagés. Qu'on soit bien d'accord, parce que les sacrifices, c'est les travailleurs qui les font depuis que la crise a démarré. Ils ont perdu ce qui avait le plus cher pour eux, beaucoup, leur emploi. Donc, il est hors de question de rentrer dans cette discussion-là. Votre fourchette du coup de pouce au SMIC, l'ampleur. Moi, je crois qu'avec moins de 1 700 € net par mois, enfin, je sais qu'avec moins de 1 700 € net par mois, c'est difficile de boucler les fins de mois. Voilà, c'est difficile d'accéder à un logement digne, c'est difficile de se nourrir correctement, de payer des études à ses enfants, d'avoir une mutuelle, parce que tout ça a augmenté. Les mutuelles ont beaucoup augmenté, à tel point qu'aujourd'hui des millions de familles se posent le problème d'avoir une mutuelle, de contracter une mutuelle. C'est pareil sur le prix de l'électricité, sur le prix des loyers et des charges. Donc oui, moi je dis le SMIC à 1 700 € net par mois, parce que c'est ce qu'il faut pour vivre. Et il faut que l'économie réponde à ce besoin que les travailleurs... Il y aura forcément des déçus dans l'arbitrage du gouvernement. Naturellement, et si rien n'est fait pour essayer de lutter contre ce déficit de compétitivité des entreprises, naturellement, il ne faut pas engager une politique, je comprends très bien naturellement l'intérêt qu'il y aurait à augmenter le SMIC à 1 700 €, mais on voit bien également quel serait le handicap pour la compétitivité des entreprises. Et si vous ne voulez pas que l'on connaisse une situation à la grecque, où là vraiment il y a un désastre pour ceux qui doivent supporter ces crises-là, il faut précisément faire en sorte que dès aujourd'hui, un gouvernement, celui-ci je l'espère, puisse s'atteler à un désendettement des dépenses publiques. Or, il n'y a pas une ligne pour l'instant, je n'ai pas entendu une seule mesure de la part du gouvernement de François Hollande. Nicolas Sarkozy était un peu plus téméraire, mais pas plus. Pas une seule mesure, en tout cas, pour désendetter l'État et pour faire en sorte qu'il dépense moins naturellement dans ses frais fixes, mais également peut-être aussi dans les salaires des fonctionnaires qui devraient être vraisemblablement gelés. C'est en tout cas ça fait déjà des années que l'indice des propositions qui sont faites aujourd'hui par pratiquement tous les organismes qui s'occupent de ceci, sauf à nier encore une fois les réalités. On parle de décisions compliquées, mais je vais rappeler aussi quelques décisions et annonces depuis l'entrée en fonction de François Hollande. Il y a eu la baisse des salaires du gouvernement, le futur coup de pouce au SMIC, on vient d'en parler, la revalorisation de l'allocation de rentrée scolaire, le décret encadrant les loyers. Jean-Louis Goumbault, quand on compare par rapport à d'autres pays, la France, c'est une île. Est-ce qu'on va dans le même sens que les autres? Pas tout à fait, parce que regardez, l'Allemagne a décrété quand même des hausses de salaire de l'ordre de 4% pour les fonctionnaires, hausse de salaire également dans la métallurgie. Mais le modèle allemand. Non, je ne dirais pas qu'elle est dans une situation financière qui est quand même un peu plus présentable, même si elle n'est pas parfaite, que la nôtre. On risque de faire beaucoup de déçus, vous avez dit tout à l'heure. Il faut faire attention, je crois que les Français n'attendent pas de miracle de la part de François Hollande. D'ailleurs, lui-même, le problème, c'est qu'à chaque fois que la moindre petite chose pèse des tonnes, c'est ça le problème. 1%, c'est vrai, Madame Arthaud a raison, 1 700 €, c'est difficile de vivre, etc. Mais 1%, c'est déjà quelque chose d'absolument considérable, même si pour les gens qui le reçoivent, ça ne sera pas grand-chose. Cela dit, pour la masse de l'opinion publique, il ne me semble pas qu'il y ait une attente d'un progrès social fabuleux compte tenu de la situation financière du pays. C'est d'ailleurs pour ça que ce gouvernement qui se dit vertueux ne dit pas la vérité. C'est un petit peu la critique fondamentale que l'on pourrait faire. Ce gouvernement, dans le fond, s'inscrit dans une sorte de mensonge organisé en ne voulant pas dire quels seront les effets qu'auront à supporter les Français, quoi que dise le gouvernement pour l'instant. François a été relativement transparent dans sa campagne, n'a jamais caché... Pardon, vous dites il a été relativement transparent dans sa campagne. François Hollande, non. Vous dites mensonge organisé, je n'ai pas trouvé précisément. Il n'a pas été transparent sur toutes les économies qui doivent être engagées. Il n'a pas dit un mot de cela. Alors c'est bien cela, ça va être cela le point essentiel qui va être supporté par les Français à l'issue des législatives. Nathalie Arthaud, avant de parler de ces mesures difficiles à venir, sur ce dont je viens de parler, tout ce qui est allocation de rentrée scolaire, les décrets encadrant les loyers, est-ce que ce sont de bons signes pour vous? C'est positif?
c'est quand même des mesures qui sont très très modestes et qui ne sont pas à la hauteur de la situation, et effectivement de la situation catastrophique que vivent les classes populaires aujourd'hui. Vous parlez de miracles, mais évidemment, personne n'attend de miracle, mais quand même, quand on voit tous ces plans de suppression d'emplois, toutes ces menaces qui pèsent sur des millions de travailleurs aujourd'hui, est-ce que vous reconnaissez une mobilisation générale du gouvernement? Et justement, par rapport à ça, non. Non, il n'y a rien. Écoutez, vous savez, la liste des fermetures d'entreprises les syndicalistes. Il y a des réunions tous les jours. Oui, il y a des missions d'expertise. Des missions d'expertise. Mais écoutez, franchement, il y a besoin d'une mission d'expertise pour comprendre que ArcelorMittal pourrait très bien répartir son activité en faisant redémarrer le haut fourneau de Florange. Il n'y a pas besoin d'une expertise pour ça. ArcelorMittal, ce groupe, ce roi mondial de l'acier, il a fait quasiment 2 milliards de profits l'année dernière. On pourrait quand même lui imposer de prendre une petite partie de ces profits-là pour maintenir l'activité sur ce site. Et on pourrait faire de même pour Peugeot Citroën à Aulnay-sous-Bois, pour Fralib, pour toutes ces menaces qui pèsent sur les entreprises. Voilà des mesures urgentes, vitales, qu'il faudrait imposer. Et un gouvernement qui se situe du côté des travailleurs devrait prendre en main ces mesures-là urgentes. Voilà. Jean-Luc Gombault, sur tous ces dossiers, on a l'impression que le gouvernement les prend en main. En tous les cas, c'est ce qu'on voit par différentes réunions. C'est le cas ou c'est pour l'instant de l'affichage? Je pense qu'il essaie plutôt de gagner du temps. Parce que, regardez, on a parlé de cette conférence du 9 et 10 juillet. M. Sapin a bien précisé qu'il n'y aurait aucune décision à l'issue de cette conférence du 9 et 10 juillet. C'est une conférence de méthode. Les France est très cartésienne. Discours de la méthode, maintenant conférence de méthode. On va faire une conférence et on va dresser, on a pris 7 thèmes, on va mettre en place des équipes. Ces équipes ensuite donneront leur conclusion. De tout cela, il ne va pas sortir grand-chose. On est simplement en train de temporiser. La commission mixte qui a été mise en place sur ArcelorMittal, c'est un petit peu pareil. On va rendre un rapport à la fin du mois de juin, mais on ne sait pas très bien exactement où on va. Donc, en réalité, on a l'impression qu'on essaye de gagner du temps, alors que, d'un autre côté, on est bousculé par la crise. C'est-à-dire qu'en fin de compte, la récession, elle est pratiquement là, la crise financière, elle s'aiguise, les problèmes se compliquent. Comment gagner du temps alors que ça s'accélère de l'autre côté? Nathalie Arthaud, vous aviez prédit une grève générale, je crois que c'était pour septembre 2012, une sorte, vous aviez dit, de 3e tour social sur ce plateau et d'autres. Est-ce que vous admettez que vous vous trompez? Non, je n'ai rien prédit du tout, mais je pense effectivement que... Écoutez, moi, j'ai toujours dit que vous avez dit qu'il y aurait une grève générale en septembre 2012. Je n'ai pas de boule de cristal, je ne suis pas Madame Soleil, non, je vous assure, là-dessus, il n'y a pas de problème. Mais moi, je suis tout à fait d'accord. Évidemment, le gouvernement temporise, voilà, le gouvernement, avec sa conférence sociale... sur ma question, vous aviez parlé de cette grève générale en septembre. Pourquoi? Vous vous trompez sur cela? Ça veut dire une chose, c'est qu'il ne veut pas prendre d'engagement, parce qu'il veut, encore une fois, et il va laisser les mains libres à ce grand patronat. Il va laisser les mains libres au groupe bancaire, parce qu'il ne dit pas aujourd'hui, ce gouvernement, il ne dit pas « nous les ferons payer ». On a l'impression, quelle que soit la couleur du gouvernement, que votre discours est le même. Pourtant, le gouvernement a changé, c'est le même discours contre les patrons, les riches. Rien n'a changé pour vous là-dessus, justement, le gouvernement ne change absolument pas de discours. On est dans une crise. Il faut effectivement trouver de l'argent. Il y a des sacrifices à faire. Le problème est de savoir qui fait les sacrifices. Quel camp fait les sacrifices? Les travailleurs ou les actionnaires, les plus riches, les industriels? Et voilà ce que le gouvernement ne dit pas. Et s'il ne le dit pas, c'est parce que justement il va continuer dans la ligne en réalité du gouvernement précédent. C'est-à-dire qu'il va laisser effectivement les grands groupes capitalistes commander, imposer leurs dictates, et il va enrober tout ça dans une politique effectivement où il va inviter les syndicats autour d'une table. Vous êtes dans l'opposition? Il va essayer de faire passer la pilule. Oui, bien sûr, dans l'opposition, parce que ce gouvernement... Comme vous l'avez été sous Nicolas Sarkozy. Parce que ce gouvernement va mener une politique d'austérité. Parce qu'encore une fois, ceux qui gouvernent derrière ces politiques, eh bien, ce sont les grands capitalistes. Autre sujet de société, je voulais vous faire réagir sur cela. C'est votre réaction sur une déclaration de Cécile Duflot qui fait beaucoup réagir ce soir sur la dépénalisation du cannabis. On va l'écouter, puis je vous demanderai votre réaction juste après. Vous êtes toujours favorable à une dépénalisation de la consommation de cannabis ? C'est la position d'Europe Écologie Les Verts, ça fait très longtemps. Notre objectif, il est double. Il est de faire baisser le trafic, de supprimer le trafic et la violence notamment, et d'avoir une politique de santé publique. Donc oui à la dépénalisation. C'est plus simple que ça, c'est de dire il faut considérer que le cannabis, c'est comme l'alcool et le tabac, même régime.
Nathalie Arthaud, la question est claire. Oui à la dépénalisation pour vous? Moi, d'abord, je tiens à dire que je suis contre la consommation des drogues douces, dures, y compris de l'alcool. Je pense que ça fait des ravages sur la santé. C'est aussi une question de principe et de philosophie. Moi, je pense que ceux qui cherchent des paradis artificiels pour essayer de se libérer de la misère de cette société, de tout ce qui est moche dans cette société, se trompent et qu'il faut au contraire prendre le problème à bras le corps. Donc voilà, moi, je suis plutôt une militante anti-drogue. Oui. Maintenant, je pense que la pénalisation ne marche pas. Je pense qu'on l'a essayé, ça fait des années, on ne fait pas reculer la consommation. Donc je suis plutôt favorable à une dépénalisation, tout en sachant que moi je milite effectivement pour que, au contraire, les jeunes regardent l'avenir en face. Oui, mais avec précaution quand même. Mais moi, je suis une militante contre les drogues, mais je ne vois pas l'efficacité d'une politique de pénalisation. Yvan Rioufol, on connaissait la position de Cécile Duflot sur ce sujet. Qu'est-ce qui a changé pour soulever autant de réactions ce soir? C'est le fait que ce soit la ministre qui parle ce soir? Quelle est cette position en tant qu'écologiste, en tant que président du mouvement écologiste? Tout à fait normal. D'ailleurs, le débat est légitime, bien entendu. Il est difficile de le trancher, mais en tout cas, il a été tranché par le gouvernement, il a été tranché par le président de la République lui-même, qui s'est prononcé comme étant contre cette dépénalisation et ça a été avalisé par le gouvernement. Donc il y a là une faute politique, en tout cas une maladresse, une faute politique vraisemblablement de la part de Mme Duflot de remettre ce sujet sur la table en oubliant qu'elle a été simplement entre-temps nommée ministre et qu'elle doit assumer cette fonction-là. Et en tout cas cette solidarité de la politique gouvernementale. Alors autre sujet dans l'actualité bien sûr, c'est la campagne des législatives. Je l'ai dit, Nathalie Arthaud, vous êtes candidate en Seine-Saint-Denis. D'abord Yvan Rioufol, pourquoi n'y a-t-il pas aussi peu d'intérêt pour cette campagne? Pourquoi il n'y a pas d'effervescence? Pourquoi il y a une telle déconcentration? Je crois d'abord parce que la droite a été décapitée, puisque son leader était naturellement Nicolas Sarkozy. Et Nicolas Sarkozy ayant été battu, on voit bien aujourd'hui que la guerre des chefs a fait en sorte que plus aucun chef n'ose prendre la parole. S'il y en avait un qui prenait la parole, Copé en l'occurrence, il s'est fait immédiatement rabrouer par ses concurrents immédiats. Donc on voit bien qu'il y a une sorte d'abandon presque des chefs à droite. Et en plus, sur un discours qui n'est plus cohérent, car on ne sait plus très exactement de quelle droite l'on parle, si c'est la droite sociale ou la droite, ou il manque de corpus dans ce mouvement politique. Donc c'est une des raisons de la démobilisation, en tout cas, du camp de droite. Quant au camp de gauche, il a été élu, on le sait, enfin en tout cas, c'est mon analyse, il a été élu par défaut, par anti-sarkozysme plus que par conviction et par adhésion au programme socialiste. Et donc il n'y a pas là non plus, vis-à-vis de François Hollande, un mouvement de sympathie tel qu'on pourrait envisager une vague rouge. Je ne pense pas que les sondages le confirment. Et donc on s'achemine vraisemblablement vers une forte abstention. On parle de 40% d'après les sondages. Et d'un désintérêt, dans le fond assez dramatique, me semble-t-il, des Français pour cette élection importante malgré tout. Nathalie Arthaud, c'est ce que vous ressentez sur le terrain? Vous êtes en campagne, vous êtes évidemment, vous vous déplacez. C'est ce que vous disent les gens? Il y a une démobilisation? Moi, les gens qui viennent discuter avec moi, c'est plutôt pour me saluer, pour me féliciter, pour dire tout le bien qu'ils pensent de ce que j'ai pu défendre. C'est plutôt ça. Maintenant, je pense que sur le fond, beaucoup considèrent que les jeux sont faits. Et moi, je tiens justement à dire aux travailleurs que c'est l'occasion quand même, justement, d'exprimer, de dire que les travailleurs ne se laisseront pas faire. Que même si Hollande est arrivé au pouvoir, eh bien, ils seront vigilants et qu'ils tiennent, eux, à mettre leurs exigences sur la table et qu'ils se battront pour cela, qu'ils les feront entendre. Et surtout, ils peuvent exprimer, en votant pour les candidats de lutte ouvrière, justement, une méfiance vis-à-vis de ce gouvernement. Oui. Voilà, exprimer une méfiance et dire malgré tout ce que vous me dites, cette opposition, cette méfiance au gouvernement, vous souhaitez quand même que la gauche arrive en tête pour ces élections législatives. La gauche, le PS, pour une majorité. Moi, je souhaite absolument pas que ce soit la droite qui gagne, évidemment. Et en même temps, moi, je pense qu'une Assemblée nationale à la botte de Hollande ne changera pas le sort des travailleurs. Donc, autant utiliser ce premier tour où il y a le choix pour dire vraiment ce qu'on pense, pour mettre sur la table un programme, moi, encore une fois, un programme de lutte avec des objectifs vitaux, l'interdiction des licenciements, l'augmentation des salaires, des pensions de retraite, et un contrôle aussi, un contrôle des travailleurs sur les comptes et sur les décisions des entreprises. On voit qu'avec l'entreprise Doux, d'ailleurs, il y aurait bien des choses à contrôler et à voir comment ça se passe. Donc voilà, les travailleurs doivent mettre sur la table leurs exigences. Moi, je pense qu'il faut que les travailleurs soient conscients qu'il faut créer une opposition justement à ce gouvernement et ne pas laisser le monopole de cette opposition à la droite et à l'extrême droite, qu'on va beaucoup entendre, et montrer qu'il y a une opposition à gauche sur le terrain des intérêts des travailleurs. Si le PS n'obtient pas cette majorité absolue, ses alliés risquent d'être fort indociles, voire turbulents, voire plus?
Oui, ce serait naturellement le risque à prendre. Il y a aussi cette autre hypothèse qui serait que la droite, malgré tout, arrive à gagner ces législatives et que l'on s'achemine vers une sorte de cohabitation. Pour l'instant, c'est pas ce qui sera vu dans les sondages. Ce que personnellement, je ne souhaite pas non plus, car je préférerais en tout cas que la gauche assume elle-même l'ensemble de sa politique durant 5 ans pour voir où cela va nous mener. Je suis assez pessimiste malgré tout. Mais en tout cas, je pense que la droite aujourd'hui a plus intérêt à se mettre dans l'opposition totale et à regarder faire celle qui prétend savoir faire et puis à attendre les dégâts. Nathalie Arthaud, pour finir, vous êtes candidate. Vous souhaitez donc gagner. Est-ce que vous croyez donc désormais au changement par les urnes ? Écoutez, moi j'espère surtout qu'il y aura beaucoup de votes. Vous êtes candidate, vous voulez... J'ai pas l'illusion d'être élue. Vous savez pertinemment qu'il y a une barre à 12,5 des inscrits, que ça sera extrêmement difficile. En revanche, j'espère que tous ceux qui se sont censurés à l'élection présidentielle pour voter utile, pour voter Hollande, pour être sûr de se débarrasser de Sarkozy, eh bien, auront à cœur, là, cette fois-ci, de voter pour leurs idées, d'exprimer eh bien, leur adhésion justement à un programme de lutte, à cette idée que oui, il faut renouer avec des luttes puissantes et auront envie eh bien, de dire leur méfiance. Pour terminer, parce que donc, vous marquez auront envie de voter. Vous avez souvent dit sous Nicolas Sarkozy que la France, d'un point de vue social, était bousculée, fracturée, abîmée, délaissée. Est-ce que sous François Hollande, est-ce que les plaies sont en train d'être pensées selon vous, de ce point de vue-là? Écoutez, moi je n'ai jamais, considéré que Nicolas Sarkozy était le responsable de tout ce qui se passait, etc. Et j'ai toujours dit que derrière le pouvoir politique, il y avait quand même ceux qui tiraient les ficelles et ceux pour qui profite le système. Laissez-le deviner, les patrons. Et oui, écoutez, c'est quand même eux qui commandent. Vous savez, c'est le pouvoir de l'argent. Et ce pouvoir de l'argent-là, il est intact aujourd'hui. Et c'est bel et bien lui qui va continuer à s'imposer. Qui conserve donc le même discours sous 2 présidences différentes. C'est dans la continuité. Merci beaucoup d'avoir été notre invité ce soir. Merci Yvan Rioufol et merci à vous Jean-Luc Gombault pour votre analyse. La suite et cette dernière page de 22h avec tout de suite tout ce qui vous a échappé dans le reste de l'actualité. Regardez, c'est le tour de l'info. Il est préparé par Cécile Sixou. La Russie serait-elle en train de lâcher Bachar al-Assad? Vladimir Poutine, en visite en Chine, se dit désormais ouvert au départ du pouvoir du président syrien. Un changement diplomatique pour l'allié indéfectible de Damas, qui reste toutefois opposé à une intervention militaire. Sur le terrain où les violences ont encore fait 47 morts aujourd'hui, l'ONU et des ONG ont été autorisés à apporter de l'aide humanitaire, comme le prévoit le plan de Kofi Annan. En revanche, le gouvernement syrien a déclaré persona non grata les diplomates occidentaux en réponse au rejet des émissaires syriens de plusieurs pays la semaine dernière. Il a façonné les plus grandes fortunes de France, de Bernard Arnault à Vincent Bolloré. L'homme d'affaires Antoine Bernheim est mort aujourd'hui à l'âge de 87 ans. Ce pape du capitalisme a toujours impressionné par son génie des affaires. Il a organisé des fusions d'entreprises, des acquisitions, des mariages, des créations dans l'économie française qui ont contribué souvent au développement de l'économie et d'une manière inattendue parce qu'il travaillait dans le silence et la discrétion, pour ne pas dire le secret le plus absolu. Banquier prestigieux des années 60 à 90 en France, Antoine Bernheim a aussi été un assureur puissant en Italie dans les années 90. Si vous êtes fan de Plantu, vous serez certainement intéressé par cette vente de main de plusieurs de ses originaux retraçant 40 ans de présidentielle et au profit d'une association pour la paix. Parmi les dessins en vente, le récent Bling Bling des casseroles de François Hollande, Just President, qui contrarie Nicolas Sarkozy sur le départ, ou encore cette caricature de 2006 avec les 2 candidats à la présidentielle, chacun ses couteaux et chacun ses adversaires. Enfin, cette belle image poétique au lendemain de l'élection de François Mitterrand en 1980. Voilà, c'est la fin de ce journal. Merci à vous de nous avoir suivis. Tout de suite, votre émission politique Preuve par 3. Je vous souhaite une belle soirée et à demain avec plaisir.
Pierre Laurent, le secrétaire national du Parti communiste français, est l'invité de Preuve par 3. Bonsoir. Bonsoir. Et merci d'être avec nous dans la dernière ligne droite avant le premier tour des élections législatives. Suzette Bloch de l'agence France-Presse, notre partenaire, vous interrogera dans un instant justement sur vos espoirs électoraux. Un groupe maintenu et peut-être renforcé à l'Assemblée nationale, c'est votre espoir. Et puis peut-être alors entraîné par un Jean-Luc Mélenchon qui attire toujours, on le voit, les lumières médiatiques. Est-ce que ça vous plaît? Tout à fait, vous nous le direz tout à l'heure. Puis Perrine Tarnaud de Public Sénat nous rejoindra tout à l'heure. Elle plongera avec vous sur votre histoire familiale communiste, hein, puisque chez les Laurent, on est communiste de père en fils, et fils à prendre au pluriel. C'est bien ça. Vous me parlez. Et vous nous parlerez tout à l'heure de votre frère, ou plutôt vous verrez, c'est votre frère qui parlera de vous. Je rappelle aux téléspectateurs qu'ils peuvent intervenir et poser leurs questions durant cette émission grâce à l'application TV Check de notre partenaire Orange. D'abord, Pierre Laurent, quel est votre jugement, tiens, sur la photo officielle de François Hollande qui est signée Raymond Depardon? Bon, écoutez, j'ai pas de jugement particulier, c'est pas un sujet. Un regard esthétique alors. Oui, mais bon, non, mais on voit bien que chaque président de la République essaye d'imprimer, enfin, et le photographe qu'il choisit essaye d'imprimer une marque différente pour essayer de marquer un style. Bon, après, moi, j'ai pas d'autres commentaires le particuliers. Style, là, pour vous? Non, mais écoutez, franchement, c'est pas. Depuis hier, on m'interroge là-dessus comme si c'était un grand sujet. Très important pour l'avenir du pays. C'est la photo qui va trôner dans toutes les mairies pendant 5 ans. Je ne pense pas que ça va provoquer un débat national. Non mais on a dit, tiens, c'est une photo en extérieur, comme Jacques Chirac. Encore un point commun. Oui, mais justement, c'est ce genre de spéculation qui m'intéresse pas beaucoup, parce que je ne crois pas que chacun pense à ce genre de choses. Enfin, peut-être que si, mais en tout cas, moi, c'est pas comme ça que je... Bon. Il a l'air un peu guindé, là, sur la photo. Vous l'avez rencontré ce mardi pendant presque 1 heure, en tête-à-tête. Est-ce qu'il est habité par la fonction ou est-ce qu'il est guindé dans l'exercice de la présidence de la République? Non, guindé, pas du tout. Non, il était très amical et très décontracté dans la rencontre, concentré sur ce qu'il a à faire et attentif à ce que j'avais à lui dire, parce qu'il y a beaucoup de sujets de préoccupation. On était invité sur les grands sommets internationaux. Moi, j'ai beaucoup parlé du prochain G20 et de l'enjeu européen qui me préoccupe beaucoup. Ce que vous lui avez dit, ça va nous occuper toute l'émission. Mais qu'est-ce qu'il vous a dit, lui? Il m'a beaucoup écouté, surtout. Il a confirmé que la situation européenne était préoccupante. Et française d'abord. Française et européenne, mais le sort de la crise de la zone euro et la situation européenne et française sont très liés. Et justement, est-ce qu'on va être capable de desserrer la situation en Europe pour se donner des marges de manœuvre en France, ou est-ce qu'on va s'en donner en France pour desserrer la situation en Europe? Il vous a dit que la situation était difficile tous les jours ou presque. Maintenant, le Premier ministre dit attendre le fameux audit de la Cour des comptes. Ce sera 3 jours après le second tour des législatives. Et il vous a parlé de l'état des finances publiques, par exemple, le président de la République? Non, mais il n'a pas besoin. On n'a pas rentré dans le détail de ça, mais il a